gurekin dakau, seguro izena gaixi esango dudan, Buro Bandik, eta bere orkezpena ingo duen Fernando Alana. Fernando Alana Langunetik dator, lehen Lurdesek aipatu du, nola dabilen hor kluster proiektua martxan eta abar, Fernando dugu proiektu horren buru, eta besterik gabe Fernando zuria da, hitza. Bertaretze agiria bateon batek behar bat duzue, konturatu bazarete horre justo sarrera handa fotokopia gailu bat, han eskatu mesedez. Eskerrik asko, Roberto. Egun on denoi eta eskerrik asko nire izena da Fernando Alana eta Languneko zuzendaria naiz. Zer da Langune? Langune hizkuntzen industriaren alorreko Euskal Herriko enpresen elkartea da. Elkarte hau 2010an sortu da eta itzulpelgintza, edukiak, irakuskantza eta hizkuntzen teknologiaren alorrako 35 enpresatik gora elkartzen ditu. Langunek Euskal Herriko hizkuntzen industriaren ezagutza, garapena eta hazkunden bultzatzen ditu eta baliozko zerbitzuak ematen dizkie bazkidei hizkuntzaren sektorekoei eta beste industria sektore batzutekoei. Badakizuenez, Elgorbako Makina Errementaren Institutuak 7 urte baino daramatza 70 eta 10 emintegia hizkuntza kudeaketa enpresan garaipen inguruan. Langune bat dator jardunaldiak lortu nahi dituen helburu nagusiekin eta IMH-ri laguntzen dio bere ikuspegia eta eskarmentua ekarriko duen hizlari bat proposatu. Eta horren parte hartzea lortzen hauetako lerroetakoaren bat lantzeko. Hizkuntza kudeaketak enpresari dakarkion onura, bertako eta atzerriko enpresen praktika onak, produktu eta zerbitzu eleanitzak enpresaren jarduerak kudeatzen laguntzeko. Aurten, Antoine Golen, gurekin izateko privilegioa dugu Buro Bandik informazio managementeko ikerteketako arduraduna. 1930 urtean sortu zuten Buro Bandik informazio management, informazioaren trataerari eta segimentuari lotutako gaietarako aholkularitza eta maila goreneko zerbitzuak eskaintzen ditu. Haiekin lan egiteko aukera izan duten, bere sektorako batzuen adibidea besterik ez jartzearren. Tales, Seguros France Allianz, Biblioteca Nacional de Francia, Danone, France Telecom Orange, Agencia Espacial Europea, L'Oréal, Michelin, Total, Museo Arte Contemporáneo Marsella, Universidad Pierre Marie Curie. Hainbat ikerketen barruen egindako azterketen erakusten dute nazioarteko merkatuetan aritzeko ezinbesteok direla hainbat gaitasun kulturala. Aldi berean, enpresek gero eta zailtasun handigoak dituzte ingelesa ez den bestelako hizkuntzetan aritzeko gaitasun duten pertsona kualifikatuak lortzeko. Eta hori benetako arazo gisa ikusten da egun. Izan ere, urtez urte Europako ET enprese txiki eta ertian multzo ezagurutatsu batek kortatuak galtzen ditu eta dituelako behar dituen gaitasun linguistiko eta interkulturalak. 2030 urtean, Europar Batasunak itzulpen zuzendaritzaren bitartez eskatu zion Bandik bulegoari Europako enpresen praktika on elineatzei buruzko arterketa egiteko. Proiektuaren sedea Europar enpresek hizkuntza aniztasuaren arloan darabiltzen jarduera berritzaileak ezagutzen zen. Emaitza agiratu zen Europako hainbat entitateen ikerketa kasuak jasotzen ditu. Tartean Kataloniako bat. Horretaz gain, hizkuntza aniztasun sustatzeko gomendio batzuk ere jasotzen ditu. Jarrainean, hitza eman diot Antoine Golen, Januari azaltzeko ikerketaren aurrekariak, baiezta diezegun Europako enpresek hizkuntzak kudeatzen oten dituzten haien erakundeen baitan. Identifikatu dituzten praktika honen berri ematen diesagoten eta amaitzeko gomendioak eman eta azaltzeko zein goera dauden enpresaten hizkuntza aniztasunaren inguruan.
Antoine, je remercie votre volonté et l'intérêt pour participer à la conférence. Et vous pouvez commencer votre présentation. Merci. Buenos días. Muchas gracias para su introducción, que su invitación a hablar con ustedes de los resultados del estudio Mapping Best Multilingual Business Practices in the EU. Entonces, en la medida de que soy de París, me voy a hablar ahora en francés. Con una presentación en inglés. Donc je voulais effectivement juste encore vous remercier de l'invitation pour discuter avec vous des enjeux du multilinguisme et effectivement vous présenter un aperçu des résultats et donc des tendances qui découlent de l'étude que nous avons menée, donc le Bureau Vandic Information Management, pour la Commission européenne et notamment la Direction générale de la traduction sur la cartographie des meilleures pratiques multilingues dans les entreprises en Europe. Donc cette étude, en fait, vous pouvez la récupérer, enfin la télécharger sur la plateforme documentaire de la DGT, qui est accessible sur Internet, et donc je vous fais la présentation de la couverture. Alors, juste pour vous donner un petit peu le plan de cette présentation, donc je vais vous faire un rappel du contexte de l'étude, de vous présenter les principaux objectifs donc, qui ont été à mener dans le cadre de cette étude, de vous présenter la méthodologie et évidemment les principaux résultats qui seront représentés sous la forme de 4 parties, avec le panorama des pratiques professionnelles multilingues en Europe, les cas d'études que nous avons pu mener, l'identification des meilleures pratiques qui en découlent et effectivement tout ce qui est partie analyse et recommandations qui ont suivi dans cette étude et viendront à l'heure des questions et des commentaires avec vous. Alors, en introduction, en fait, ce qui est intéressant pour je dirais, attaquer le problème du multilinguisme et ses enjeux, c'est effectivement de rappeler quelques chiffres intéressants sur l'environnement professionnel européen. Donc, ce qui est intéressant de se rappeler comme indicateur clé, c'est qu'effectivement, l'Union européenne concerne à peu près 7% de la population mondiale, soit près de 500 millions de personnes qui sont réparties dans 27 États à l'heure d'aujourd'hui, avec 23 langues officielles. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est qu'un tiers en fait des sociétés parmi les 500 les plus importantes du monde ont leur siège social qui est basé en Europe. Autre chiffre intéressant, il y a aujourd'hui environ 20 millions de PME qui sont donc présentes sur le territoire de l'Union européenne, ce qui représente 99% en fait du nombre total d'entreprises. Sachant que le PIB de la zone de l'Union, c'est plus de 17 000 milliards d'euros en 2011. Et en fait, 60% de ce chiffre est représenté par le secteur des services. Ce qui a évidemment une incidence assez importante sur le rôle qu'a le multilinguisme, notamment auprès du secteur des services. Ce qui est aussi intéressant et utile de rappeler, c'est qu'effectivement la zone du marché unique, finalement, c'est une zone de libre-échange, comme tout le monde vous le sait évidemment, avec la libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux, sans tarif douanier. Les 2 dernières informations utiles pour aussi un peu contextualiser justement les pratiques multilingues dans la zone de l'Union européenne, c'est de se rappeler que 20% en fait des échanges d'importation et d'exportation avec le monde proviennent de l'Union européenne. Et enfin, autre information intéressante, c'est que les échanges intracommunautaires représentent 2 tiers en fait des échanges totaux de l'Union européenne. Donc ça varie de 55 à 80% en fonction des pays, mais il y a une vraie effectivement dynamique, je dirais, d'échanges transfrontaliers au sein de l'Union européenne.
sur l'aspect plus multilingue et je dirais échange relationnel, une étude qui a été faite par la Direction générale de l'éducation et de la culture en 2005 a précisé un petit peu, je dirais, l'utilisation des langues par les Européens. Donc quelques chiffres intéressants aussi à retenir pour introduire, je dirais, l'aspect multilingue dans les entreprises. C'est que 56% des Européens parlent au moins une langue étrangère. Maintenant qu'on s'intéresse à ceux qui en parlent deux, on tombe à 28%, et à au moins 3, on est à environ 10% d'Européens. 80% des Européens se disent pouvoir comprendre au moins une langue étrangère, et près de 40% des Européens parlent couramment l'anglais. Donc une fois que effectivement on a exposé un petit peu ces premiers chiffres, ce qui est intéressant de percevoir aussi, c'est que des facteurs structurels et conjoncturels ont aussi un impact sur les bonnes pratiques professionnelles multilingues dans la zone de l'Union. Alors on l'a vu rapidement avec le marché européen, où effectivement les échanges intracommunautaires et extracommunautaires ont une incidence sur l'appropriation des langues pour favoriser le développement économique. Il y a aussi l'émergence de nouvelles opportunités d'affaires avec notamment les BRIC, comme on dit, donc c'est Brésil, Russie, Inde et Chine. C'est sûr que ça a aussi une incidence sur l'appropriation de nouvelles de nouvelles langues, pour avoir une meilleure appropriation de culture et de pouvoir mieux échanger avec des partenaires étrangers. Et effectivement, la dynamique de l'e-commerce qui a aussi une incidence sur la possibilité de pouvoir s'exprimer dans des langues qui sont plus éloignées que le territoire sur lequel intervient une entreprise, puisque par l'Internet, nous avons possibilité de communiquer plus facilement plusieurs langues. Donc ça m'amène à la deuxième dynamique, qui est la société numérique dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, où il y a vraiment une augmentation des usages numériques et aussi une importance en fait des contenus multimédia qui ont émergé depuis ces 10 dernières années, avec une part de plus en plus importante des contenus vidéo, images et sons. Et d'autant plus qu'il y a également l'utilisation d'outils, je dirais, innovants et aussi d'outils gratuits disponibles sur l'Internet qui favorisent justement les usages numériques. Donc ça implique la troisième dynamique, finalement, qui a un sens plus large, c'est la prise d'importance de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication dans le monde professionnel, avec l'intégration de technologies linguistiques, de ressources linguistiques et évidemment de nouvelles solutions, je dirais, innovantes, comme par exemple l'e-learning. Donc, finalement, pourquoi cette étude? Donc, comme l'avait rappelé Fernando, c'est vrai qu'il y a un enjeu socio-économique derrière le multilinguisme, mais ce qui était aussi important de rappeler, c'est qu'au niveau européen, différentes études avaient déjà précisé que le manque de compétences linguistiques pouvait déjà avoir en fait un impact sur la possible réduction de revenus pour les entreprises. L'étude Elan l'avait notamment montré, où en fait un manque de compétences linguistiques peut entraîner des pertes de contrats, voire de rater des opportunités de vente, notamment à l'export vers de nouveaux pays. Il y avait aussi un besoin en fait par rapport à la situation de l'industrie de la langue dans l'Union européenne d'obtenir des données qui soient fiables et qui puissent être mises à jour assez facilement, ou en tout cas de manière récurrente et pérenne dans le temps. Donc c'est aussi pour ça que cette étude avait vocation à compléter l'existant. Et finalement, il s'agissait aussi de montrer en quoi le multilinguisme pouvait être un facteur de compétitivité pour les entreprises, et également de favoriser la mobilité des ressources humaines et du personnel, ainsi que d'être un facteur qui pouvait favoriser l'emploi au sein de la zone. Donc les objectifs de l'étude qui a été menée, il y en avait deux principaux. En fait, c'était évidemment d'analyser les meilleures pratiques multilingues dans les entreprises européennes, mais surtout en prenant en compte la considération que le multilinguisme avait un lien étroit avec la possibilité de viser de nouveaux consommateurs, de nouveaux marchés, et donc effectivement de construire des relations stratégiques, on va dire, qui soient stables et de long terme avec ses partenaires. Et le deuxième objectif était d'identifier finalement quels étaient les avantages, soit pour les entreprises européennes ou pour les institutions, de mettre en avant les bonnes pratiques comme une possible référence future
qui pouvaient servir de cadre pour participer au développement de l'activité économique. Donc c'était principalement ces deux objectifs-là, avec des objectifs secondaires, mais on les reverra dans le cadre de cette présentation. Donc pour vous faire un brief sur la méthodologie qui a été menée, en fait l'étude a été découpée en 4 work packages et a été conduite en 8 mois. Donc dans un premier temps, nous avons conduit le panorama des pratiques multilingues en Europe à partir d'études bibliographiques. Le deuxième work package a été en fait orienté sur la conduite d'études de cas avec des entreprises pour évaluer vraiment de manière pragmatique quelles étaient les bonnes pratiques au sein des organisations. Le Work Package 3 a été finalement de classifier, d'organiser toutes ces bonnes pratiques pour avoir une vision plus structurée possible des différentes bonnes pratiques en fonction des profils d'entreprise, sachant qu'on verra qu'il y a plusieurs cas différents. Et le dernier Work Package concernait tout ce qui était partie analyse et recommandations sur la base des informations qu'on a pu justement récolter. Donc pour vous faire la synthèse du Work Package numéro 1 sur la carte, le panorama donc des bonnes pratiques, des pratiques multilingues en Europe, nous avons mené une étude bibliographique en fait dans le champ du multilinguisme et de la dimension économique en Europe. Et nous avons à ce titre-là identifié 17 études pertinentes, dont les principaux résultats ont surtout concerné les besoins des entreprises en rapport avec le multilinguisme. Donc on y a associé les concepts de mobilité, les compétences linguistiques, multilinguisme mais aussi lié à la créativité. Le cas des organisations pan-européennes qui ont des activités en fait transfrontalières, c'était aussi un des sujets qui a pu être évoqué dans le cadre de ces études. Le manque de compétences linguistiques, c'est aussi un concept qui a pu être étudié par ces études. Tout ce qui est outils de translation a été également évoqué et on va aussi également parler dans les besoins de tout ce qui est formation et apprentissage des langues. La deuxième idée principale qui ressortait de ces études, c'était qu'en fait les leviers les plus importants pour le multilinguisme dans les organisations sont finalement les deux fonctions suivantes, c'est ressources humaines et fonctions communication marketing. C'est vraiment par ces deux fonctions-là qu'il y a une vraie dynamique où le multilinguisme a une porte d'entrée plus importante que dans d'autres fonctions de l'entreprise. Et la troisième idée qui découlait de ces études, c'est qu'effectivement les impacts socio-économiques pour les entreprises européennes concernaient principalement des possibles pertes de revenus quand les compétences linguistiques n'étaient pas au rendez-vous, la possibilité aussi de rater finalement des opportunités de négocier des contrats avec d'autres pays. Ça a aussi mis en avant finalement les services de traduction qui étaient associés justement aux besoins des entreprises pour répondre à un besoin client. Et comme je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, il y a aussi la possibilité pour des candidats multilingues d'être mieux recrutés que des candidats qui finalement ne parleraient qu'une seule langue. Donc le deuxième Work Package qui concernait les études de cas, donc nous avons effectivement mené par entretien 5 études de cas avec finalement en tant que cible de l'échantillon à la fois des PME, des grandes sociétés et des sociétés qui avaient donc un profil pan-européen, c'est-à-dire avec des activités transfrontalières. Donc finalement l'échantillon des 5 sociétés que nous avons établies, il y avait 2 PME avec en fait une PME qui avait aussi un profil pan-européen et dont les sièges sociaux étaient donc en Allemagne et en Espagne. Et parallèlement, nous avons mené aussi 3 entretiens avec 3 sociétés importantes qui avaient donc sièges sociaux en Suisse, en France et aux Pays-Bas. Alors, de ces différents cas d'études et aussi du panorama donc issu du Work Package 1, nous avons en fait classé toutes les meilleures pratiques multilingues donc professionnelles, rencontrées dans des entreprises en 3 groupes principaux. Le premier groupe concerne toutes les activités multilingues liées aux relations business to business et business to consumer. Donc c'est vraiment les enjeux stratégiques liés aux objectifs commerciaux et à l'organisation du personnel.
Le deuxième groupe concernait les pratiques pour la gestion des langues et l'apprentissage des langues. Donc on est plus sur la problématique de la traduction et des ressources linguistiques associées. Et le troisième groupe concerne en fait toutes les pratiques collaboratives et comment gérer finalement une communication multilingue par les technologies de l'information et de la communication. Donc là on est plus sur l'approche outils et technologies. Donc pour revenir au premier groupe, nous avons en fait sous-divisé ce grand ensemble en 5 pratiques essentielles qui concernent effectivement le recrutement de personnel multilingue, la gestion des expatriés et comment promouvoir une mobilité internationale, l'emploi aussi de personnel au niveau local et la détermination de partenariats au niveau local. Le quatrième sous-aspect concerne finalement l'organisation de réunions d'affaires multilingues et aussi la prise en compte au sein de l'entreprise de langages bien identifiés sur lesquels en fait qui peuvent servir de référent au sein de l'entreprise. Et la cinquième catégorie de meilleures pratiques concernait la gestion de documents multilingues. Pour le deuxième groupe, les 5 en fait catégories de meilleures pratiques ont été identifiées. C'est l'utilisation des ressources linguistiques et des terminologies multilingues. Ça, c'était le premier champ. Le deuxième, c'est l'utilisation de ressources, notamment gratuites, de ressources linguistiques gratuites et d'outils qui permettent une assistance à la traduction et à la première compréhension, vraiment de première compréhension. Il était aussi question de tout ce qui concernait l'apprentissage et la formation finalement au sein de l'entreprise pour les employés au niveau des langues. Et en quatrième bonne pratique dans ce deuxième groupe, c'était tout ce qui concerne la mise en place de départements dédiés pour les services linguistiques au sein de l'organisation. La cinquième meilleure pratique concernait l'assistance par des sociétés d'externalisation pour tout ce qui était besoin de traduction et d'interprétation. Et donc, le troisième groupe concernant les outils et les technologies, nous avions effectivement en première bonne pratique, c'est la mise en place de sites internet multilingues. Ensuite, la mise en place du système intranet multilingue. En troisième, sous bonne pratique, il était question des outils de traduction semi-automatique pour avoir justement une assistance à la traduction. Quatrième meilleure pratique concernait donc les outils de communication vidéo et notamment les web TV multilingues ou à minima en anglais. Et en cinquième et dernière catégorie, c'était l'intégration de dispositifs Internet au sein des systèmes d'information de l'entreprise. Donc voici l'ensemble en fait des meilleures pratiques telles qu'elles ont pu être rubriquées dans ces 3 groupes. Donc pour aller à l'essentiel, sinon je vous invite effectivement à consulter le rapport pour avoir plus de spécifications par profil d'entreprise. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est finalement les meilleures pratiques qui sont communes aux petites entreprises et aux grandes entreprises. Donc par rapport à tout ce qui est problématique B2B, B2C, ce qui est intéressant de retenir, c'est la mobilité internationale des managers, le recrutement de personnel multilingue, la traduction de documents internes et donc l'externalisation pour tout ce qui est besoin d'interprétation, d'interprétariat et de traduction. Les meilleures pratiques communes aux PME et aux grandes sociétés au niveau de la gestion des langues et de l'apprentissage concernent évidemment d'avoir en fait le soutien d'une pratique d'une diversité linguistique au sein des organisations ou avec des partenaires extérieurs. Mais effectivement, c'est aussi un facteur important pour tout ce qui est enrichissement et apprentissage des langues. Deuxième idée, c'était de proposer des solutions innovantes pour finalement assurer une compétence linguistique au sein de l'organisation et notamment par l'e-learning. Troisième meilleure pratique qu'on peut retrouver à la fois pour les PME et les grandes sociétés, c'est finalement la mise en place au sein de l'organisation ou même gérée par un département à part entière de ressources linguistiques et de terminologie pour avoir un vrai référentiel finalement terminologique au sein de l'entreprise
Et finalement, en complément, c'est de pouvoir aussi définir des ressources linguistiques par le biais de l'externalisation qu'on n'a pas les compétences en interne. Au niveau de tout ce qui concerne les outils, les technologies de l'information qui peuvent donc venir en complément pour les meilleures pratiques multilingues, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place effectivement un intranet et ou un internet qui peut être géré en plusieurs langues, sachant qu'en fait chaque pays qui est représenté dans une société peut gérer son propre intranet, notamment quand on identifie une personne qui maîtrise la langue, c'est elle qui peut être référente et pilote pour mettre à jour et valider les traductions des différentes pages du site internet. On peut considérer qu'il en est de même pour des outils internet qui sont intégrés au sein de l'entreprise, à savoir qu'une équipe multilingue peut être mise en place pour justement gérer les traductions de pair à pair sur certains concepts et mots-clés. Une autre idée intéressante qu'on peut retrouver à la fois dans une PME et une grande société, c'est la mise en place pour avoir, je dirais, une promotion la plus large possible au niveau de l'Internet d'une web TV en anglais, à minima. Après, on peut effectivement aller sur des traductions d'autres langues, mais c'est vrai qu'à minima, ça peut être aussi intéressant de proposer ce type de communication. Ce qui est intéressant aussi, et ça se pratique de plus en plus, c'est de pouvoir proposer des systèmes qui intègrent des recherches cross-langues, à savoir que vous tapez en fait une requête en français, le système va traduire votre requête en anglais, en espagnol et en français par exemple, si c'est des langages qui sont, enfin des langues qui sont concernées dans votre activité, ce qui vous permet de récupérer des informations dans ces différentes langues sans avoir vous-même à retaper en plusieurs langues. Donc ça favorise un accès à une information multilingue plus rapidement. Ce qui est aussi intéressant de retenir dans les bonnes pratiques qui sont liées donc à l'intégration des nouvelles technologies, c'est aussi la part importante finalement du travail collaboratif dans les organisations et notamment la part émergente des réseaux sociaux avec l'utilisation de l'Internet pour mettre en place une vraie émulation de travail collaboratif qui peut intégrer une dimension multilingue. Donc c'est vrai que c'est assez récent mais ça commence à se pratiquer de plus en plus. Et finalement à un niveau plus large, c'est l'intégration au sein du système d'information de l'entreprise d'outils de traduction automatique, de dictionnaires en ligne, de glossaires aussi qui peuvent être consultables sur des dispositifs intranet par exemple. Et comme je vous le disais aussi des interfaces de recherche sur l'intranet de l'entreprise qui intègrent des fonctionnalités innovantes comme par exemple les fonctionnalités cross-langue. Donc là on est dans un dimensionnement plus tentaculaire qui peut fédérer plusieurs dispositifs innovants au sein du même système d'information. Donc on arrive à des besoins qui sont effectivement bien identifiés et à un usage plus mature. Donc voici en gros les besoins communs qu'on peut identifier sur les meilleures pratiques, sur les 3 groupes que je viens de vous présenter. Dans le rapport que vous pouvez donc consulter en ligne, on précise également les meilleures pratiques qui sont distinguables par profil d'entreprise, donc pour les PME, pour les sociétés transfrontalières et pour les grandes entreprises. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir vous présenter tout ça. Peut-être nous pourrons à la limite en reparler un peu plus tard. Donc j'en viens au 4e Word Package qui concerne les analyses et les recommandations qui ont découlé finalement de tout ce travail de classification des meilleures pratiques multilingues dans les organisations. Et donc nous avons établi 12 recommandations qui ont été donc présentées à la DGT, sachant qu'on les a rubriquées évidemment dans chacun des 3 groupes que je vous ai présentés. Donc 5 recommandations sont liées aussi aux pratiques multilingues dans le secteur B2B, B2C. Et évidemment, il s'agit dans un premier temps, et c'est plus finalement une recommandation aussi pour les administrations européennes, de suivre finalement l'évolution des meilleures pratiques en créant un observatoire des meilleures pratiques européennes pour avoir une veille continue finalement sur l'évolution des usages. Mais au-delà de cela, il s'agit effectivement d'encourager les entreprises à développer vraiment une stratégie pour mettre en place en fait un business development, enfin en tout cas les opportunités de développement commercial au niveau multinational en prenant en compte l'aspect multilingue pour justement favoriser et je dirais asseoir son avantage concurrentiel par rapport à d'autres concurrents qui peut-être maîtrisent moins que sa propre société telle ou telle compétence linguistique pour justement conquérir de nouveaux clients ou pénétrer de nouveaux marchés.
La deuxième recommandation concerne aussi la promotion d'une stratégie, mais plus axée sur le recrutement de personnel multilingue en tant que capital humain, à savoir qu'effectivement recruter des gens qui ont une double compétence linguistique voire culturelle, c'est en soi un capital humain qui appelle finalement à être un investissement et à pouvoir assurer le développement de l'entreprise sur le long terme. Donc c'est aussi à associer à la cartographie des compétences linguistiques au sein de l'entreprise, en notamment identifiant au sein de mon entreprise, telle personne maîtrise telle langue, et c'est toujours utile de pouvoir cartographier les différentes compétences linguistiques de son personnel. La troisième recommandation concernait finalement à encourager l'utilisation du modèle Europass, du CV Europass, qui en fait précise les spécifications de maîtrise finalement des différents, des gens qui utilisent ce modèle pour pouvoir préciser ses compétences linguistiques en termes de lecture, d'écriture et de compréhension des langues. Donc ça permet aussi d'être plus précis sur la maîtrise que l'on se fait d'une langue, sachant que parfois on dit qu'on parle l'anglais, mais par exemple on aimerait plus effectivement être précis sur est-ce que c'est la maîtrise de la langue écrite, la langue orale. Donc c'est aussi cet aspect-là que le modèle Europass CV apporte en enrichissement. La quatrième recommandation concernait en fait l'amélioration des compétences linguistiques dans les langages asiatiques, car comme je vous l'ai dit en introduction, avec l'émergence des pays tels que la Chine et d'autres pays asiatiques, c'est vrai que nous sommes dans l'Union européenne où l'importance déjà de maîtriser les langues qui sont dans les pays transfrontaliers où agissent les entreprises est important. Donc voilà, je voulais vous merci pour votre attention et si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Et comme je dirais en basque, skeri kasko. Eskerrik asko. Antoine, orain, galderak, cuestión, preguntas, comentarios. Eskerrik asko. Galdera oso zehatza da. Alegia egin duzuen azterketa horren bidez aurkitu duzue Europako hizkuntza eremu urriko hizkuntzaren baten aztarnarik edo esperientziaren bat, eta zure ezagutzatik zerbait gomendatu aldiguzu gure ibilbide honetan lagungarri izango zaiguna. Eskerrik asko. Eh bien, comme je vous le disais, en fait, dans les études de cas que nous avons menées, il y avait en fait l'étude de cas avec une société espagnole qui est basée en fait à côté de Barcelone. Et effectivement, dans l'organisation linguistique qu'ils ont mis en place, comme vous le savez sûrement mieux que moi, puisque c'est en Espagne que ça se passe, beaucoup de pratiques concernaient en fait l'organisation de travail à la fois en espagnol, enfin en castillan, et également en catalan. Donc c'est le cas justement d'une langue minoritaire, puisqu'en fait c'est une langue régionale, sachant que je ferai un distinguo entre langue minoritaire parmi les langues officielles et finalement langue minoritaire parmi les langues régionales. Mais là en l'occurrence c'était le cas d'une langue minoritaire régionale, mais qui était aussi intégrée comme une langue de travail, puisque le cas de cette entreprise, une grande majorité des gens étaient de la région et travaillaient, étaient catalans finalement. Donc quand vous avez plusieurs personnes qui sont de Catalogne qui sont amenées à travailler ensemble, ils se parlent catalan. Donc quand des personnes venaient travailler avec eux et qui n'étaient pas de Catalogne, et alors effectivement ils jonglaient entre guillemets entre le catalan et l'espagnol, le castillan. Et en gros, c'était en fonction de la compétence linguistique des gens. Si les gens étaient pas assez à l'aise pour parler catalan, ils parlaient évidemment en espagnol. Et ceux qui étaient un petit peu enclins à pouvoir parler catalan devaient pouvoir se débrouiller. Mais l'objectif était effectivement d'avoir un référentiel de compétences que tout le monde puisse accepter. Donc c'était pour vous donner un exemple de langue régionale qui a pu être exploitée dans le cadre de ces études de cas.
Eskerrik asko, Fernando. Zuei, Merci eskerrik beaucoup, asko. Antoine. Eta berezik Jimiatxeri, Aika hizkuntzarari eta berezik Edurneri eta Mikeleri. Zenbat, eskerrik asko.